Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Julia est consultante en stratégie. Elle adore son business. Elle est toujours à 1000 à l'heure en jonglant entre ses clients, sa formation et sa to-do list infinie. Mais un matin, Julia se réveille et elle a 42 fièvres. Elle se dit que ça va passer, sauf que non. 2 jours plus tard, elle est à l'hôpital. Les médecins sont formels, elle doit rester sous surveillance. Sauf que pour Julia, pas de travail égale pas de revenus. Pire, pendant qu'elle est sur son lit d'hôpital, les charges, elles, continuent de tomber. Sauf qu'elle est chez Hello Bank Pro. Alors, son conseiller lui rappelle qu'elle a une indemnité de 100 € par jour d'hospitalisation. Et si elle doit prolonger son arrêt, elle peut toucher jusqu'à 6 000 € pour tenir le coup. C'est pour ça que j'ai choisi Hello Bank Pro comme partenaire. Parce qu'ils savent que quand tu es entrepreneuse, tu peux pas juste poser un arrêt. J'aimerais commencer cet épisode en parlant d'un sujet qui me travaille depuis longtemps. L'intérieur. L'intérieur, pas seulement comme espace physique, mais l'intérieur comme symbole. Et d'ailleurs, l'intérieur a toujours été un lieu assigné aux femmes. On parlait d'ailleurs de femmes d'intérieur, de femmes au foyer, des termes qui renvoient majoritairement à la charge domestique, au travail non rémunéré, à l'invisibilisation aussi de ce travail. L'intérieur, c'est pas forcément un espace de pouvoir aussi quand on a autant de charges mentales, de charges domestiques à faire. C'est aussi beaucoup un lieu de contrainte. À l'inverse, ce qui est valorisé dans nos sociétés, c'est l'extérieur. La conquête, la visibilité, l'investissement des espaces publics et qui sont largement occupés par les hommes. Pourtant, un des livres que j'ai lu m'a énormément marqué. Une chambre à soi de Virginia Woolf. Elle y défend l'idée que toute femme qui veut créer, qui veut entreprendre, qui veut penser, a besoin d'un lieu à soi. Un endroit où elle peut se soustraire aux injonctions domestiques, où elle n'a pas à regarder pendant qu'elle travaille, pendant qu'elle imagine, pendant qu'elle écrit la pile de linge qui ne fait que grandir, la cuisine à ranger, les gamins qui sont en train de courir partout. Un lieu d'indépendance, de silence et d'espace mental. Moi-même, j'ai expérimenté ce besoin. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais chez moi avec mon fils, tout juste né, gardé par une nounou pendant que moi, je bossais dans un coin de la pièce. Ensuite, mon premier bureau, c'était un espace vide, sans âme, sans déco, avec des murs blancs et une moquette grise. Et j'arrivais pas du tout à y prendre racine. Et il y a 1 an, j'ai enfin créé le lieu qui me ressemble, que j'appelais la pépinière Ramène ta fraise. Et c'est pas un bureau, c'est un tiers-lieu. Évidemment, j'y travaille, mais c'est aussi mon cocon, un endroit décoré par mes soins. C'est là aussi où je crée, où je me ressource, où j'organise mes dîners d'entrepreneuse. C'est un peu ma garçonnière à moi, et d'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent à garçonnière, donc je vais appeler ça ma chambre à moi. Et ça a transformé ma vie, ça a transformé ma charge mentale, ça a transformé mon énergie, ça a transformé mon rapport au travail, et je pense réellement que ça m'a sauvé du burn-out. Alors, dans cette quête, j'ai découvert un lieu et un espace qui m'a énormément parlé. Ce lieu, c'est une boutique qui s'appelle Nadiut. Une boutique qui incarne à la fois l'ancrage, l'esthétique, l'art de vivre. Et derrière cette boutique, il y a toi, tu tiens une newsletter en plus de ta boutique qui s'appelle The Art of Living, qui est sur Substack, où tu partages tes réflexions, tes doutes, ton parcours. C'est comme ça que j'ai eu envie qu'on explore ensemble le lien entre l'intérieur, le lieu, et l'intérieur de soi. Oui. Bienvenue sur le divan des patronnes. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir ici. Moi aussi. Merci pour l'invitation, Nila. Tu nous viens de Bruxelles, comment tu te sens? Écoute, je me sens très bien, un peu stressée, mais très bien quand même. Tu verras, c'est à la maison. La première question que j'ai envie de te poser, c'est, tu dis toi-même que tu as la bougeotte. Oui. Tu viens de t'installer à Bruxelles, on vient de le dire, c'était il y a seulement 2 mois, puisque ta boutique est dans le 11e arrondissement de Paris, rue de Charonne. Exactement. Ton arrondissement préféré et ma rue préférée de Paris. Tu adores voyager. Tu es récemment partie d'ailleurs à Bali, c'est ce que tu racontais dans ta newsletter. Oui. Et pourtant, tu as créé une entreprise basée sur l'intérieur. Donc, tu as la bougeotte et puis, tu vois, tu as créé un business sur le fait d'être à l'intérieur, d'être ancré sur la maison de manière générale. Comment tu concilies ces 2 élans de toi, celui de bouger, d'avoir toujours envie de voyager, et celui à la fois de t'ancrer
Alors effectivement, ça a l'air un peu paradoxal de bouger et de s'ancrer, mais en vrai, pour moi, ça va de pair en fait. Parce que il y a un temps pour bouger, il y a un temps pour s'ancrer. Et en fait, quand j'ai envie de bouger, en fait, j'ai envie que ça avance, que le projet avance, que ça bouge. C'est que je m'ennuie, en fait, que j'ai envie que ça aille plus loin, en fait. Et ensuite, une fois que j'ai bougé, entre guillemets, pour stabiliser un peu mon envie, il faut que je m'ancre. Donc, tu vois, entre guillemets, je m'ancre dans le mouvement et en même temps, parfois, je bouge pour m'ancrer. Tu vois, tu parlais de Bali tout à l'heure, quand je pars à Bali, donc du coup, j'ai envie de mouvement, mais ça me permet aussi de me recentrer, quoi, me dire est-ce que je suis alignée, et j'ai besoin de partir pour me recentrer, tu vois. Donc, les deux vont ensemble, je trouve, même si c'est deux trucs contraires. Donc, voilà. Ok, hyper intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que tu as une phase où tu vas plutôt explorer et une phase où tu vas prendre racine et t'alternes entre ces deux phases-là. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Parmi les femmes qui nous écoutent, sache qu'on est nombreuses à avoir ce côté un peu, à avoir le sentiment toujours de s'éparpiller. D'ailleurs, tu as toi-même dit dans ta newsletter que ta nièce t'a dit oui. mais tu t'éparpilles. Oui. Comment t'as vécu cette réflexion Mais c'était marrant, tu vois, parce que en fait, je lui disais, je vais m'installer à Bruxelles et tout, ça va être chouette quand vous allez venir, vous allez pouvoir voir mon nouvel appart. Et elle m'a vraiment regardée. Mais elle a 10 ans, hein, c'est un tout petit bout, quoi. Et elle m'a dit, et ta maison de campagne, est-ce qu'elle avance, tata? Et comment tu vas faire pour ta boutique à Paris? Et elle m'a dit vraiment la phrase, tu t'éparpilles. Et sur le coup, j'ai trouvé ça drôle. Et après, je me suis dit, mais comment à 10 ans, on peut déjà trouver que faire plein de choses et s'éparpiller, c'est triste, hein, de devoir rentrer dans des cases et de se dire que si on touche à plein de choses, on s'éparpille, tu vois. Et que c'est péjoratif, en fait. C'est un terme péjoratif. Donc, j'ai trouvé ça, un peu triste, quoi. Et je me suis dit, non, c'est cool, en fait, de s'éparpiller, de toucher à plein de trucs et ça crée des choses, ça fait vivre des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément, quoi, tu vois. Et est-ce que justement, comment le fait de t'éparpiller t'a permis, justement, est-ce que ça fait partie des choses qui t'ont permis de créer le concept que tu as aujourd'hui dans ta boutique? Quel lien tu fais? Est-ce que tu penses que la créativité, le fait de s'éparpiller, en fait, le lien que tu as créé, est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi le concept de Nadiout? Ouais. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, quel lien tu fais entre toi qui t'éparpilles et le concept que tu as créé aujourd'hui? Donc, du coup, le concept, c'est un appartement boutique. Donc, c'est vraiment un lieu où un vrai appartement. Donc, c'était vraiment, on va dire, mon postulat de départ. Je voulais créer un endroit où les gens peuvent se projeter, qui ressemble à un appart avec toutes les pièces et avec une sélection de déco, de curation par pièce, quoi. Oui. Et j'avais envie que les gens puissent se sentir bien chez soi, parce que je trouve que chez soi, c'est le départ de plein de choses. Et que parfois, les gens trouvent que la déco ou l'art de vivre, c'est futile, mais pour moi, c'est utile, quoi, parce que c'est là, chez toi, tu te réveilles le matin, je sais pas, ton mindset, il est vachement influencé par l'endroit où tu vis. Donc voilà, c'était un peu ça le postulat de départ. Et alors, oui, je me suis beaucoup éparpillée avant d'en arriver là, parce que c'est pas la première boîte que je monte. Ok. Donc j'ai monté une première boîte il y a à peu près 10 ans, qui était dans le digital, enfin voilà. Alors comment dire? Je me m'éparpille, mais je sais toujours où je vais, tu vois. Je sais ce que je veux, mais je m'empêche pas de faire plein de trucs pour revenir, entre guillemets, à ce que je veux. Je savais depuis le début que je voulais monter une entreprise. J'ai commencé à travailler dans un cabinet de conseil, mais quand j'y suis allée, c'était pour faire mes armes, en me disant, plus tard, je monterai mon entreprise. J'ai monté une première entreprise qui, au final, marchait tranquillement, quoi, mais me plaisait pas plus que ça. Et je me suis vraiment dit, mais quitte à monter sa boîte, pourquoi tu montes un truc, en fait, qui te plaît pas, quoi. Alors, reste salarié, tu gagnes mieux ta vie, quoi. Et donc, en fait, là, je me suis arrêtée. Je me dis, bon, c'est très bien ton histoire. Oui, quitte à reprendre les contraintes du salariat, exactement. En fait, fais juste un truc qui te plaît, quoi. Autant être salarié, quoi. Et donc, tu vois, là, je suis repartie en voyage 6 mois. Et je me suis dit, au bout de ces 6 mois, il faut que je revienne avec un truc qui me plaît vraiment. Et du coup, pendant ces 6 mois, j'ai réfléchi et j'ai voulu un peu revenir au... Tu vois, moi, je suis persuadée que chacun a son talent. Je suis persuadée que chacun a un talent. Et en fait, ton talent, c'est un truc que tu fais naturellement, qui, toi, ne te demande pas forcément d'effort. Et quand les gens te demandent comment tu fais, tu dis, tout le monde sait le faire. Mais en fait, tout le monde ne sait pas le faire, tu vois. Et du coup, je me dis, mais où est-ce qu'il est mon talent? Où est-ce que je fais des choses naturellement et que j'aime bien, que je fais sans effort? Et je me suis rendu compte que j'adorais... pas tant la déco, enfin si, trouver des marques, scénographier des trucs, et ça, je le fais assez naturellement, tu vois.
Et je me suis dit, bon, bah, ok, je tiens un truc. Et j'ai tiré sur ce fil en me disant, bah, ça me plaît. Mes copines me demandent toujours où j'ai trouvé tel ou tel truc, où aller manger. Enfin, tu vois, j'aime bien aller découvrir ces petits trucs-là. J'aime bien être à la maison. Et du coup, en fait, c'est comme ça que finalement, j'en suis arrivée à cet appartement boutique, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, cette idée de zone de génie, de trouver quelque chose en quoi tu es doué Ouais. et que tu fais naturellement, qui te demande pas d'effort, là où bah, pour les gens, ça leur demande beaucoup d'efforts et finalement créer un business autour de ça. Et on parlait de la notion de s'éparpiller tout à l'heure. Finalement, tu disais que dans ta boutique, tu as 80% des objets qui sont de la curation, c'est-à-dire des objets que tu vas aller trouver chez d'autres artisans et que tu vas vendre dans ta boutique. Bah, quelque part, en fait, c'est s'éparpiller que d'aller regarder plein de choses, de sélectionner, de faire une sélection et de le mettre dans sa boutique. Bah, quelque part, en fait, ce entre guillemets défaut dont tu parlais, qui est soi-disant mal perçu, en fait, c'est finalement aussi de ça qu'est née la sélection et la création. J'avais jamais vu ça, mais oui, complètement. Trop bien, merci. Tu dis aussi sur ton site internet, j'ai lu que la liberté, en parlant de bouger, de mouvement, que la liberté, c'est quelque chose qui est très important pour toi, que c'est une valeur essentielle. Comment on reste libre quand on a une boutique en physique à Paris, une équipe et toutes les obligations que ça implique, c'est-à-dire d'animer, avoir un lieu physique là où aujourd'hui tu pourrais avoir plein de possibilités de faire tout en digital, de pas avoir cette contrainte de lieu physique. Comment est-ce que dans ce contexte-là, tu gardes ta liberté ? On va dire que la liberté dont je parle, c'est plutôt la liberté de suivre ce que j'ai envie de faire, on va dire. C'est plutôt, je m'impose de rester alignée et d'être libre et de pas, tu vois, on en parle, tu vois, de rentrer dans les cases, d'être libre, de pouvoir me dire, bah non, en fait, j'ai plus envie de faire ça, je ne le fais plus. Ça t'est déjà arrivé récemment de te dire j'ai plus envie de faire ça et je le fais plus? Mais ça m'arrive tout le temps, hein. Tous les jours je me réveille, je me dis est-ce que vraiment je fais ça Enfin, avec la boutique, je me suis un peu lancée. Honnêtement, la boutique, c'était moi qui suis ultra carrée et tout. Depuis, je fais des business plans, je fais des études de marché, etc. Ce que je faisais dans mon ancien boulot et ce que j'ai fait sur la première boîte. Après, je sais qu'un Excel, tu sais, tu le tires, ça peut tout et rien dire. Et sur ce projet-là de Nadiout, j'y suis allée vraiment au feeling, quoi. Je connaissais pas, j'avais jamais géré une boutique, je savais pas gérer les stocks. Enfin voilà, après, dans ma vie d'avant, on va dire, j'étais spécialisée en stratégie dans le retail luxe. Donc ça vient pas de nulle part, mais j'avais jamais vraiment mis les mains dedans, tu vois. Donc j'ai ouvert ce truc, tout s'est enchaîné très vite. J'ai eu le local, enfin voilà, tout s'est fait très vite. Et il y a des moments où, je sais pas, moi, à Noël, à 23h, je faisais des colis et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi, quoi? Alors rassure-toi, je pense qu'on se pose toute cette question et merci de partager ça parce que je pense que c'est valable pour ton business, mais c'est valable aussi pour le mien, comme c'est valable pour toutes celles qui nous écoutent. Donc je pense que ce sujet-là de qu'est-ce que je fais là, il est assez universel chez nous et la question c'est comment tu t'autorises à te dire bah là j'arrête ou ça je fais plus, ou est-ce que ça t'est arrivé déjà de te dire ça, genre ça m'emmerde, j'arrête, ou c'est encore quelque chose qui... Ah, bah si. est culpabilisant. Je deviens une boule. Voilà. Je ne l'ai pas présenté à cet épisode, mais nous sommes en face du pot de la vulnérabilité. Donc, il y a un pot de plusieurs boules rouges qui représentent chacune ce que ça te coûte de dire ce que tu vas dire. Donc, c'est par exemple, j'ai renversé mon café ce matin, c'est une boule. Par contre, j'ai failli fermer ma boîtière, c'est 5 boules, quoi. Donc là, tu nous as mis une boule. 2 quand même, tu vois. Ouais, tu nous as mis une boule de vulnérabilité dans ton pot. Allez. C'est drôle parce que quand les clients viennent, enfin, tu vois, il y a l'image sur les réseaux, il y a, après, tu es un peu obligé de raconter ton histoire, de faire du storytelling. Mais moi, chaque année, là, on y est, là, au mois de juin, juillet, quand l'activité baisse, moi, tous les ans, je me dis, est-ce que je vais continuer ou fermer, tu vois, et tous les ans, je me repose la question et je me dis, mais est-ce que d'avoir une boutique physique, est-ce que j'irai pas sur du 100% digital? Enfin, voilà, tu vois. Donc oui, chaque année, je me le pose. Et pour reprendre ton truc ta question sur la liberté, je trouve que, après, tu reçois beaucoup d'entrepreneurs, je pense que les entrepreneurs savent. Mais cette liberté de l'entrepreneur, c'est la liberté. Moi, demain, j'ai pas envie d'ouvrir la boutique, je ne l'ouvre pas. Mais dans les faits, ça ne s'est jamais passé. J'ouvre tous les dimanches, enfin, quand c'est Noël, enfin, tu vois. Et en fait, je trouve que la liberté va avec des contraintes. C'est pas parce que tu considères que tu es libre que tu as zéro contrainte. En fait, moi, j'ai bien plus de contraintes que quand j'étais salariée. Mais je considère quand même que je suis libre de faire ce que je veux, tu vois. Ok, ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est une question que moi je me pose souvent avec des amis qui sont salariés aussi. Je leur dis mais est-ce qu'on est vraiment beaucoup plus libre quand on est entrepreneur? Parce qu'en fait on n'est pas juste
est-ce qu'on choisit vraiment ses contraintes ou pas? Enfin voilà, c'est une question que je me pose régulièrement, c'est pour ça que ça m'intéressait de te la poser. Quand tu as ces questionnements-là, tu vois, tu disais, bah oui, parfois, je me lève et je me dis, mais j'ai envie de tout fermer et j'en ai marre et on passe toutes par là. Qu'est-ce qui t'aide, toi, personnellement, à traverser ces moments de doute? J'essaie de m'asseoir et un peu de voir si c'est toujours aligné avec la vision que j'ai. Ah, donc tu as une vision claire. Enfin, tu as une vision. J'ai une vision. Après, je ne m'empêche pas, enfin, je ne m'interdis pas de la changer. Bien sûr. Mais au départ, quand j'ai ouvert la boîte, oui, j'avais une vision. En fait, moi, de base, j'aime l'art de vivre. J'aime pas spécialement la déco. Enfin, si, j'aime la déco, mais c'est une des parties de l'art de vivre que j'aime. Et en fait, je me suis dit, bah, par où je vais commencer, en fait, ça. Okay. Et en fait, la chose la plus facile, entre guillemets, qui était le plus rapide à mettre en place, c'était une boutique avec mon univers, etc. Parce que aussi, il y a ce truc, quand tu vas dans ta zone, je ne sais pas si on appelle ça la zone de génie, mais quelque chose que tu fais facilement, tu as aussi très vite le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, bah, en fait, tout le monde sait le faire. Et donc, quand j'ai ouvert la boutique, je voulais aussi voir si ça plaisait. Tu sais, enfin, oui, t'as tes potes, ils te disent c'est beau, mais bon, ils vont pas dire que c'est moche chez toi. Voilà, tu vois. Donc, je voulais aussi me confronter à est-ce que vraiment ce que je fais, ça plaît aux gens, etc. Donc, ça, c'était ma première case. Et ensuite. Comment t'as fait pour valider ça? La boutique, direct? J'ai eu très vite des retours de gens qui trouvaient que c'était hyper joli. J'ai eu très vite de la presse. Jusqu'à présent, on n'a jamais payé de presse, tu vois. Et on est passé dans Maison France 5, on a eu des articles dans le L. Il est incroyable, il est incroyable ta boutique. Donc, tu vois, du coup, ça me confortait. Je me disais, bon, ça plaît pas qu'à moi, quoi, tu vois. Donc, je me disais, bon, ok, ça me conforte. Et après, donc, je l'ai appelée la maison d'adulte. Ça, c'était vraiment ma vision de départ. Alors, peut-être qu'elle va bifurquer un moment, hein, mais le projet de départ, c'était de me dire, bon, j'aime l'art de vivre et j'ai envie de tourner tout autour. Donc, je voulais aussi au départ, je voulais créer un endroit où les gens puissent acheter des choses pour se sentir bien chez eux. Mais moi, j'adore manger, ouais. J'adore voyager. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'après, j'ouvrirais, je sais pas moi, la cuisine qui serait un salon de thé. Ou après, je ne m'empêche pas de me dire, un jour, j'ouvrirai la chambre qui serait une maison d'hôte. Enfin, tu vois, d'aller chercher toutes les pièces d'une maison, mais pas forcément dans le retail, peut-être plus dans des choses de service, ou voilà, tu vois. C'était ça ma vision de départ. Après, c'est à 5 ans que j'ai toujours une seule boutique, donc c'est ce que je te disais. Hein. Frustration, culpabilisation, je me dis, bon, bah, t'es sympa ma petite, mais ça fait 5 ans, maintenant il faut se bouger, quoi. Voilà. Mais pareil, je vais être la vulnérabilité aussi, je vais être une boule, allez, sur le fait que, bah, pareil, quand j'ai lancé ma boîte Ramène ta fraîche, je me suis dit, ok, bah, on va faire un immeuble et en fait, il va y avoir que des nanas entrepreneuses et on va faire la première verticale de formation qui va être sur LinkedIn, mais demain, on va faire la newsletter et puis on va faire la structuration, le recrutement. Et tu vois, j'imaginais faire plein de verticales. Oui. Et bah, ça fait 3 ans et j'ai toujours sorti un seul produit et je fais toujours que le même produit. Alors que j'ai tellement de choses à proposer au monde que je me dis, ah là, c'est frustrant et il y a cette impression de faire du surplace et de devoir toujours se frustrer et de se dire, se recentrer. Et tu vois, on parlait tout à l'heure, je pense que ce qui fait l'entrepreneuriat, c'est la créativité, l'envie d'aller explorer des choses. Et on a tous un peu ce côté, ce que j'appelle le côté TDAH, quoi, d'aller vouloir faire plein de choses. Et là où ce qui fait le succès, c'est d'être concentré. Et en fait, il y a une espèce d'ambivalence entre j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'explorer plein de choses, je suis capable de faire plein de choses. Et en même temps, je me frustre à devoir faire qu'une seule chose parce que faire la même chose de manière répétée, c'est ça aussi qui crée le succès. Et donc, je trouve que cette ambivalence, elle n'est pas toujours facile à aborder et je m'identifie aussi là-dedans, donc j'ai mis une boule de vulnérabilité. Et justement, tu parlais de l'art de vivre au-delà de la décoration. Oui. Moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps parce que je le racontais en intro, mais j'ai monté ma boîte en même temps que j'ai eu mon enfant, oui. Donc j'entreprenais comme beaucoup de femmes avec mon ordinateur sur limite dans mon lit parce que tous les espaces étaient occupés par l'enfant et la nounou qui était en cofamille en plus. Donc en fait, il y avait 2 enfants qui étaient gardés chez moi et puis moi j'étais dans un petit coin en train de travailler, etc. Et c'est vrai que c'est un des sujets qui a beaucoup évolué ces 3 dernières années pour moi et je me suis rendu compte à quel point en fait avoir un espace intérieur, c'était un endroit important, encore plus quand on l'investit autant que ce que les femmes entrepreneuses peuvent le faire, puisque pour la majorité, elles ont peu ou pas de bureau, donc quelques coworking. Et la question que j'ai envie de te poser avant qu'on passe à la suite, c'est justement, tu t'es spécialisée dans l'art de vivre, tu appelles ça l'art de vivre, beaucoup plus que la décoration. Ici, on parle aux femmes entrepreneuses qui bossent beaucoup de chez elles. À ton avis, comment l'intérieur peut devenir, au lieu d'un espace de contrainte, parce que tu vois, quand on pense à femme au foyer, femme d'intérieur, tu vois, il y a toujours ce truc de domestique, tu vois, de soumission en fait à l'ordre patriarcal où les femmes, on s'occupe de l'intérieur et du foyer. Comment est-ce que, à l'inverse,
de la manière dont toi tu le proposes, ça peut devenir un espace de puissance et d'empouvoirment. Tu vois, j'avais jamais pensé à ce terme, femme au foyer, etc. Pour moi, l'intérieur, ça a toujours été un endroit où tu puises ton énergie, où tu prends confiance. Et je l'ai toujours vu comme ça. De la même manière que quand tu sors et que tu mets un vêtement, ça peut donner confiance, tu sais, une attitude que je trouve que la maison, bon, c'est vrai que j'avais jamais pensé à avant quand tu as tous tes enfants, tu le ménage, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que l'intérieur, surtout pour quand tu entreprends et que tu es chez toi, c'est ta safe place, quoi. C'est là où tout se construit. Si c'est le bazar partout, en fait, ton esprit, il est aussi influencé, en fait, par ton environnement. C'est là que tu puises ton énergie pour aller défendre tes projets, quoi, tu vois. Ça, je sens. C'est un peu dans ce contexte que je l'avais créé, mais j'avais pas vraiment, tu sais, je l'avais pas vraiment compris. Et c'est marrant parce que quand on a lancé la boîte, c'est au moment du Covid. Oh. Et en fait, les gens sont recentrés sur chez eux. Tu vois, c'était pas prévu, hein, évidemment. Mais, et je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant parce que le message que je voulais faire passer, maintenant, les gens le voient parce qu'ils sont beaucoup plus chez eux. Et donc, en fait, ce qu'ils allaient chercher à l'extérieur, et ben en fait, ils le trouvent chez eux. Et typiquement, c'est marrant parce que j'ai des clients qui me disaient, enfin des gens, même des potes, hein, qui me disent ah, j'attends les vacances avec impatience, que je vais dormir dans un super hôtel, un super lit. Et tu vois, ça ne faisait aucun sens pour moi. Je me disais, mais attends, tu vas à l'hôtel, je sais pas, 10 jours par an, mais investis dans un lit, quoi. Enfin, tu dors chez toi le reste du temps. Donc, enfin, tu vois, c'est des choses qui sont pas très logiques pour moi. Voilà. Et je trouve que de la même manière, c'est aussi donner du pouvoir aux gens que de leur permettre d'avoir tout ce contrôle-là Oui. sur leur appart et de plus être dépendante, comme tu dis, du fait de partir dans un hôtel, d'aller en fait bénéficier du confort à l'extérieur, le confort d'un restaurant, je sais pas, parce qu'il y a des beaux couverts, il y a une belle nappe, il y a un environnement visuel que tu aimes. Mais en fait, c'est tellement plus d'empouvoirment que de pouvoir le faire par soi-même, te dire, mais en fait, tu peux créer cette expérience aussi chez toi, par toi-même. Et ça, c'est hyper valorisant parce que tu te dis, bah oui, mais en fait, je peux aller au restaurant, mais je peux aussi le faire chez C'est moi ça. et j'ai pas besoin quelque Exactement. part d'autres personnes, d'autres gens, d'autres lieux pour me procurer ce plaisir, quoi. Ouais, c'est un espèce de nice to have. Si tu es au resto, mais tu peux le faire chez toi. Mais tu vois, si tu pousses le truc plus loin, ça se fait sur, je sais pas, tes projets, etc. Enfin, tu vois, c'est un truc beaucoup plus profond. C'est que tu te suffis à toi-même, mais c'est chouette d'aller de sortir de ta zone et aller chercher autre chose. Mais si tu es que chez toi ou que toute seule, eh ben, ça suffit, tu vois. Donc, Autonomie. Ça, exactement. j'ai vraiment un enjeu d'autonomie, Ouais. de capacité à s'auto-suffire et à Ça. s'auto-alimenter. Et que quand on arrive à s'auto-alimenter, finalement, tous les choix qu'on va faire vont être des vrais choix, puisque Ils sont pas dépendants de quelqu'un d'autre ou d'un regard, d'une puisque par défaut, tu es attente. bien aussi. Oui, Et oui, donc, c'est comme tu es ça. bien par défaut, tu vas pas aller pour te combler, tu vas aller parce que vraiment c'est choisi. Et ça, je trouve que c'est un beau message, donc merci pour ça. Justement, à ton avis, ce serait quoi un peu tes conseils d'art de vivre? Oui. Comme je te le disais, parmi les femmes qui nous écoutent, il y en a Oui. qui en sont encore au stade où enfin, ça coûte extrêmement cher d'avoir des bureaux à Paris, enfin même parfois d'avoir juste un coworking, enfin c'est pas toi que je vais le dire, hein, mais Oui, 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 effectivement. voilà, c'est pas toujours hyper accessible et pour beaucoup, elles travaillent beaucoup de chez elles. Ce serait quoi tes conseils, pour une femme qui est, femme, mère, entrepreneuse, qui vit, qui travaille et qui élève ses enfants dans le même lieu? Comment on fait pour créer un art de vivre dans ce contexte-là? Alors, je pense qu'il suffit de rien. Tu vois, tu as pas besoin d'avoir une pièce dédiée, un bureau, hein, surtout dans Paris. Enfin, voilà, déjà d'avoir une chambre, c'est déjà très bien. D'avoir un bureau, voilà. Je crois qu'un espace dédié, mais ça peut être ça, hein, tu vois, ça peut être un morceau de ta table de cuisine, quoi, mais qui est dédié à ton travail, où tu te sens bien, en fait, où tu n'as pas tous les trucs de petit-déj qui traînent. Enfin, tu vois, en fait, de se faire sa bulle, en fait, mais sa bulle physique, on va dire, et donc elle peut être petite en fonction de l'espace ou un peu plus grande, mais il suffit de pas grand-chose, en fait. Tu vois, moi, typiquement, j'ai un bureau, mais mon bureau, il est dans le salon, il est dans la pièce de vie. Bon, après, j'ai pas d'enfant, donc c'est plus calme, tu vois, mais j'ai pas ma pièce dédiée non plus, tu vois, mais j'ai mon coin dédié. Et tu vois, là, alors là, on va plus parler déco, je l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse, tu vois. Donc, mon bureau, il est face à un mur dans le salon. Et ce que je comptais faire, moi, c'est juste peindre, tu sais, le mur, les deux murs où sont mon bureau, pour donner l'illusion que quand je suis dans cet espace, donc ce serait d'une autre couleur. Ouais.
c'est mon bureau, tu vois. Et en fait, de trouver des petites choses où, en fait, quand tu arrives dans cet espace, visuellement, hein, ça peut être un pot de crayon, un vase, un cadre, des citations que tu aimes bien. Mais quand tu es dans cet espace, petit ou grand, tu as l'impression que c'est ta bulle de travail, quoi, tu vois. J'aime pas travailler n'importe où. Je déteste ce truc de flying office et tout. Je peux le faire, mais quand c'est vraiment des choses hyper importantes où je dois être concentrée, ben, j'aime bien avoir mes repères, en fait, d'être à nouveau dans ma bulle et avoir mon espace, tu vois. Donc, si tu es chez toi et que tu as des enfants et que ça court partout et tout, même dans ta chambre, tu peux te faire un petit espace à toi, quoi, tu vois. Et en fait, à chaque fois, si tu travailles là à chaque fois, et ben, je pense que, je sais pas, le cerveau est bien fait que de se dire: «Ah oui, ici, en fait, je suis tranquille pour travailler», quoi, tu vois. Ouais, c'est de sacraliser en Exactement, fait un espace, donc c'est ça peut ça. être une petite table, une table basse, Oui, voilà, peu importe quoi. Première étape, sacraliser un espace. Deuxième étape, le délimiter. oui, voilà. Et troisième étape, de ce que je comprends, c'est, peut-être choisir des objets qui te plaisent Oui, dans cet espace, qui sont associés à, ce que tu as envie de faire ou en tout cas l'intention que tu as envie d'y mettre, quoi. c'est ça. Ouais, oui. Tu vois, enfin, les grosses boîtes, ils ont des énormes bureaux, mais quelle horreur d'aller travailler dans un open space à la Défense, tu vois? Je l'ai déjà fait, c'est horrible. Ouais, je sais. Bah, pareil, je vais mettre une boule de réalité parce que je vois que tu en as 2. Moi, c'était, bah, quand j'ai commencé à travailler, je te disais, j'étais chez moi et puis après je me dis: «OK, trop bien, je vais prendre un bureau». Mais à l'époque, j'avais pas trop de budget et ça coûtait super cher parce que je voulais un bureau fermé. Comme je fais souvent des conférences, j'avais besoin au moins une fois par jour de pouvoir, être avec mon setup et cetera. Donc il fallait forcément un truc fermé. Et mon premier bureau, c'était 700 € par mois, pour avoir un truc en souplex. J'avais pas de fenêtre. J'avais, une moquette grise et des murs blancs et vraiment j'avais pas de fenêtre, je voyais pas la lumière du jour. Et d'ailleurs, j'avais posté une photo sur LinkedIn en mode: «Ouais, j'ai des bureaux!» Mais en fait, c'était trop la honte quand même. J'étais super contente parce que j'avais des bureaux et voilà, je savais que c'était une étape importante, mais en fait, j'avais trop honte de montrer, du coup, je vais la vulnérabilité, mais j'avais montré le dehors qui était une cour, tu vois? Mais en fait, l'intérieur était en souplex et cetera, et sans lumière. Et je me rends compte à quel point, bah, d'avoir passé, 1 an là-dedans, tu vois, ça m'avait, tué un peu ma créativité. Et ce que je faisais par contre, c'est dès que je devais faire donc là-dedans, je faisais vraiment des tâches productives et dès que je devais faire des tâches créatives, j'allais dans un café à côté que j'adorais, qui était super sympa et cetera. Et donc tout ce que dès que je devais créer, j'allais là-bas parce que je voyais l'extérieur et je voyais la lumière du jour. C'était assez marrant, mais bon voilà, en tout cas, j'aime bien ce conseil qui est de dire, délimite, un espace, Oui. même parfois avec peu de choses qui peuvent, être ton propre espace. Et aujourd'hui, bah, moi c'est ce que je fais, voilà, Voilà. dans Oui, maintenant, tu as plus d'espace. ouais, c'est clair. Mais tu vois, un café, c'est très bien aussi. En fait, Ouais, si tu dois sortir de chez toi, ouais, c'est bien de trouver un café qui te plaît ouais. et où tu sais que tu vas aller, après moi, j'aime ça, c'est propre à moi, mais j'aime bien la structure. J'aime bien me dire, «OK, ce matin, je vais dans ce café de 9h à 11h et je le fais tous les jours». Pareil. Tu vois? J'aime pas trop changer, sortir de mon truc et après du coup, le temps que je me réhabitue. Mais bon, c'est chacun ses Et moi, façons. j'allais dans le même café, je prenais la même boisson, j'allais au même endroit, Ouais, enfin voilà, voilà. il y avait quand même cette question de rituel, faut pas déconner. Tu as écrit que tu avais du mal à déconnecter, justement. Même quand tu pars en vacances, tu parlais de Bali tout à l'heure, tu disais que tu étais partie à Bali et que c'était pas facile forcément pour toi de séparer, le pro et le perso, que tu culpabilisais en vacances de pas travailler, de pas être productive. Quand tu pars comme ça et que tu essaies de déconnecter, tu culpabilises de quoi? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour toi? Bah, de tout, de pas travailler, de pas être productive. Tu vois, on parlait tout à l'heure de j'adore bouger, j'adore, voyager, mais du loin que je me rappelle, je ne suis pas partie en voyage. Pourtant, je fais des voyages de 6 mois et tout, hein, sans mon ordinateur. Jamais, il est collé à moi. Mon Mac, il est collé à moi tout le temps. Là, je vais partir, entre copines à Séville 3 jours, je vais le prendre. Donc jamais je ne pars sans et du coup, j'ai toujours ce truc, en fait, mon ordinateur, il est toujours à côté de moi et je culpabilise parce que, bah, déjà je suis pas dans la productivité, mais il le faut, tu vois? Quand je pars à Bali, il le faut. Je m'oblige à m'ennuyer parce que c'est quand je m'ennuie que les idées viennent, que voilà. Je culpabilise de trop dormir, je culpabilise de tout, en fait. Mais mais bon, j'imagine que je suis pas la seule, en tant qu'entrepreneur à culpabiliser de voilà, tu vois? Et comment tu fais, comme quand c'est comme ça, quand tu as envie vraiment de couper?
tu t'étais mis un protocole, elle t'avait dit pendant 3 jours, j'ai Ouais, éteint mon exactement. ordinateur. C'est ça. Donc je me suis dit, je n'ouvre pas mon ordinateur. Déjà, c'est une chose. Tu vois, de ne pas l'ouvrir, donc c'est bien. Quand j'ai pas de connexion, c'est chouette, hein. Moi, ça me libère, tu vois. J'ai pas de connexion. Donc en fait, j'ai une excuse de me dire, j'ai pas de connexion, donc je ne peux rien faire. Donc pendant 3 jours, je me dis, je n'ouvre pas mon ordi. Les équipes se gèrent. Parce que d'habitude, on s'appelle tous les jours. Donc quand ça me crée un lien aussi. Donc là, je me dis, j'appelle personne. Je me mets dans ma bulle. Et après, du coup, je commence. Mais après, le problème, c'est que des fois, quand je lâche, au bout de 3 jours, j'ai plus envie de rien faire. Là, je commence à voir si c'est la débandade, j'ai plus envie de rien faire, je lâche tout, quoi, tu vois. Donc, non, mais je me crée des rituels où je me dis, bon, bah, pour 3 jours, tu ne fais rien, tu n'ouvres pas ton ordi. Et petit à petit, ça me calme. J'essaie de méditer, j'essaie d'avoir des plages horaires à moi, quoi, où je me dis, là, tu peux ne rien faire et ne pas culpabiliser. Typiquement, par exemple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans, il faut que le temps soit productif. Par exemple, j'adore prendre des bains. Je vais prendre un bain, je vais me dire, ah bah tiens, je vais en profiter, je vais écouter un podcast. Mais tu vois, de toujours se dire, le temps de détente, je vais le rentabiliser. Il y a un moment, en fait, je pense que tu as une fatigue mentale, quoi. Donc, ouais, j'essaie de me dire, bah non, tu vois, là, j'ai pris le train, par exemple, ce matin. Je me dis, bah non, bah, je vais rien faire. C'est un temps de rien, quoi. Et je trouve que ça permet de faire un reset de temps en temps. S'autoriser à s'ennuyer. C'est ça. Donc on le fait plus trop, hein. On court tout le temps, tu vois. Donc, je sais pas comment ça se passe. Ouais. Est-ce que tu t'arrives à lâcher le truc? Ça me parle beaucoup ce que tu dis, tu vois. On n'a pas forcément de réponse pour celles qui nous écoutent. On n'a Ouais. pas de réponse universelle, juste un vécu commun qui est cette injonction à devoir être connecté. Surtout quand on a des équipes, je trouve, parce que tu te dis toujours, est-ce qu'elle a besoin de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué? Est-ce qu'il y a une dinguerie qui est en train de se passer? Je suis pas au courant. Je trouve que c'est assez dur. Et moi, c'est un sujet. Et plus la boîte grandit, et plus il y a des choses que je maîtrise pas, qui sont loin de moi, et plus ça peut créer aussi de l'anxiété sur ce qui se passe quand t'es pas connecté. Et donc moi, c'est beaucoup ça qui se joue autour du fait de se déconnecter. Moi, je le vis à 100%. Ce que j'ai fait, c'est j'ai créé des protocoles de communication. C'est-à-dire que mon équipe sait que si elles veulent m'envoyer une info, on a un outil qui s'appelle Notion. Oui. C'est par défaut sur Notion et je le vois en 24 heures. Si elles veulent une réponse dans les 4 heures, c'est un message WhatsApp. Mais j'ai un WhatsApp pro. Déjà, j'ai pris l'habitude d'avoir un WhatsApp pro, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pas mal. Un numéro pro, voilà. Et la troisième chose qu'il y a, c'est si c'est vraiment urgent, tu m'appelles. Donc, il y a quand même, en fait, Oui. dans ma boîte, des protocoles de communication qui me protègent de plus en plus. Mais au début, c'était pas du tout le cas. C'était mon WhatsApp perso. Les gens ils m'envoyaient des messages. C'était, voilà, je répondais à 23 heures. Et puis même, d'ailleurs, c'est pas bon pour les gens parce qu'eux-mêmes Ils sont pas à attendent. Et déconnecter. puis après, ils attendent que tu répondes Ouais, très c'est vite. ça, exactement. Donc, Donc en fait, ça c'est assez récent, toute cette prise de conscience-là. Donc j'ai mis beaucoup de protocoles. Moi aussi, j'aime bien les protocoles, j'aime bien quand c'est carré, j'aime bien, voilà. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de standardiser ça et d'expliciter quels étaient les délais de réponse en fonction des niveaux d'urgence. Donc ça m'a bien aidé. Et de la même manière, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de me prévoir des plages de rien. J'aime beaucoup ce que tu dis, Oui, oui. s'autoriser à s'ennuyer. Je pense que c'est de là aussi de donner la créativité. Le fait de s'autoriser à associer des idées, pas par certains objectifs, mais juste en se disant, bah, on verra bien et Oui. ce que ça donne. Ouais, c'est pas forcément facile, mais maintenant j'essaye de m'astreindre à ça. Et avant, j'avais des journées qui faisaient 12 heures. Et maintenant, j'essaye un petit peu de réduire mes journées et de prendre du Avec un temps pour ça. enfant, ça doit être sport. Ouais, bah l'enfant, ouais, ça c'est un autre sujet, hein. Donc voilà un petit peu moi ce que je fais, mais je pense qu'au début de l'entrepreneuriat, en fait, moi j'ai senti que je m'étais jetée à corps perdu et j'avais vraiment pas du tout cet espace de coupure qui peut être d'ailleurs un espace de coupure physique ou mentale parce que, tu vois, on disait que parfois le fait d'avoir un bureau, ça permet Oui. enfin, potentiellement ça permet de couper. Quand on n'en a pas, c'est encore plus dur, notamment quand on est entrepreneuse. Et je trouve que tu peux aussi avoir des protocoles de déconnexion. Tu vois, j'ai une checklist de OK, c'est bon, j'ai le droit de déconnecter. J'ai regardé toutes mes tâches, j'ai reporté mes tâches, j'ai répondu à tout le monde et ça m'abaisse ma charge mentale, quoi. J'ai une dernière question qui est un petit peu plutôt sur la marque de manière générale. Tu as lancé une maison Nadute, qui est une marque de boutique, finalement, avec, Ouais. avec un esprit, avec des valeurs, l'art de vivre, etc., un positionnement. Donc tout ça est assez clair et assez construit. Mais récemment, Oui. tu as lancé une newsletter personnelle Oui. qui s'appelle The Art of Living. Pas non plus très loin du concept, mais c'est quand même toi qui écris en ton nom. Et c'est d'ailleurs de là que je tourne toutes mes informations croustillantes sur toi, sur Bali. Tu as aussi dit que c'était ta maman qui te faisait tes petts plats et ton papa qui te les livrait en vélo. Donc voilà, c'est quand même un espace où tu livres beaucoup de choses en ton nom personnel, de ta vie personnelle. Pourquoi tu as choisi de lancer cette newsletter personnelle de TUI? Tu vois, c'est un peu ce que je te disais, je me permets des sorties de terrain, quoi. C'est une envie que j'avais déjà d'aller explorer un peu ce côté blog, ce côté
Avant, c'était plutôt, j'aimais bien partager des bonnes adresses, etc. Tu vois. Là, c'est vrai que c'est assez personnel. Ouais. Et tu vois, ça me prend du temps à l'écrire. Et c'est un peu un sas de décompression aussi de pouvoir écrire ça. Et je me dis, j'ai eu des retours de personnes qui me disaient, ah, mais ça me parle vachement. Et tu vois, ça, c'est chouette, quoi. Ça me nourrit. Je me dis, si, en fait, ça peut parler à d'autres personnes, c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que je l'ai fait sans objectif business, on va se dire, en tout cas au début, quoi. Je me suis dit, bon, bah, ça me plaît, la relation que j'ai avec les clients en boutique, elle peut aller au-delà, tu vois, que juste acheter quelque chose. Et tu vois, alors ça, je vais te mettre une boule tu vois. De vulnérabilité, allez. Ouais, parce que en fait, quand j'ai démarré l'entreprise, un peu comme toi, tu vois, je me disais, j'ouvre une première boutique, après, enfin voilà, je voyais un truc assez vite, assez rapide, et en fait, je me suis rendu compte que tout prenait du temps, tout seul, en plus, ça prend du temps. Financièrement, c'est compliqué, enfin voilà, c'est compliqué, tout est compliqué. Et des fois, je me disais, mais je sais pas, j'ai pas fait tout ça pour être une simple vendeuse dans ma boutique. C'est très bien, si au départ, mon objectif, c'est d'avoir une boutique et de la gérer toute seule, enfin voilà, c'est très bien. Sauf qu'en fait, moi, c'était pas du tout ça, mon envie de base. Mon envie de base, c'était poser une première pierre pour pouvoir aller dégainer plein d'autres choses sur l'art de vivre. Et en fait, enfin, voilà, le temps est passé, j'étais toujours là, et parfois, je me disais, mais en fait... je suis juste c'est juste une boutique et je suis là, et je suis à la caisse et c'est nul, quoi, tu vois? Et donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller chercher d'autres choses que j'ai envie de faire», et d'où un peu ce blog, tu vois? Mais bah, à nouveau, tu vois, ça part dans tous les sens, quoi. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté auquel tu t'attendais pas forcément en lançant cette newsletter? Tu as fait 3 éditions là. Oui, Tu dis que tu l'as lancée, sans objectif business ouais. et finalement dans les retombées que tu as eues, qu'est-ce qui t'a surpris? Ce qui m'a surpris, c'est que, bah, parfois, j'ai des personnes qui viennent en boutique et qui, déjà qui la lisent vraiment, tu vois? Ça ça les touche. Par exemple, j'ai une cliente qui est venue à la première lettre, la toute première lettre, j'ai une cliente qui est venue et qui m'a, offert un livre qui s'a de la culpabilité de, Mona Chollet, la exactement, culpabilisation, ouais. c'est ça. Et elle m'a dit: «Mais en fait, en lisant votre newsletter, ça m'a fait penser à ce bouquin et vous devez absolument le lire», et tu vois? J'étais là: «Waouh!» En fait, il y a une espèce de portée, cette newsletter, et d'autres clients qui me disaient: «Ah mais on a hâte, c'est quand qu'elle arrive?» Et donc du coup, je sens que le lien, tu sais, il est beaucoup plus personnel, il est beaucoup plus fort, en fait, finalement, avec cette newsletter, entre la marque et finalement, bah, les clients qui viennent en boutique et les gens qui me lisent, quoi, tu vois? Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est la marque personnelle. Mais c'est un sujet que j'aborde beaucoup avec mes clientes qui sont entrepreneuses et je trouve que de développer une marque, c'est génial, Ouais. mais c'est long et ça demande du temps et ça demande un investissement et cetera. Là où la marque personnelle, bah, ça peut, toucher d'autres humains très rapidement parce que juste avoir un autre humain qui te raconte quelque chose que tu as déjà vécu et ou que tu connais C'est et où, ça. bah, en fait, les gens ils te connaissent, ils disent: «Ah tiens, c'est Tui, de Nadiout» et finalement, tu peux même dépasser les gens, ils vont enfin Oui, ta marque personnelle peut même, aller, ouais, dépasser ta marque de boutique c'est ça. et ça crée un autre lien, une autre dimension. Est-ce que tu dirais que c'est ce que tu avais l'air de dire, tu avais l'air de dire que ça a renforcé quelque part ta relation avec tes clients? Oui, ça a renforcé la relation avec les clients. Ouais, ouais, complètement. Et mais parfois, c'est bizarre, hein. Tu sais, parfois, j'ai des gens qui arrivent, parce que moi, je suis un peu dans ma bulle, tu sais? Et il y a des gens, parfois, qui arrivent en boutique et qui me disent: «Ah alors, c'était bien vos vacances, je sais pas où». Et tu vois, en fait, tu as l'impression qu'ils te conna tu offres aussi, hein, une partie de ta vulnérabilité, et donc ils ont l'impression qu'ils te connaissent, et en fait, ils viennent te parler, et c'est drôle, tu vois? Et je suis là: «Bah, ouais, c'est cool». Mais Des donc relations, le rapport est drôle, quoi, tu vois? il y a combien de personnes qui sont abonnées à cette newsletter, juste pour savoir? À peu près, là, c'est tout on est tout au début, je pense, 200 maxi, donc pas grand-chose, tu Tu vois? vois? Mais c'est étonnant de dire qu'avec que, entre guillemets, 200 personnes, bah, tu arrives à avoir des retours comme ça, des gens qui viennent te voir en disant: «Ah, j'ai lu» et cetera et Oui, tu vois? Je trouve ça fort de se dire qu'on peut se dire: «Bah, oui, il y a que 200 personnes», là où on sait qu'il y a des newsletters qui font, je sais pas, 20, 30, 40, 50, 70 000. On a reçu Caroline Jurado qui bosse dans les cryptos, elle a fait 70 000 personnes sa newsletter. Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup. Mais tu vois? Même à 200 personnes, tu vas renourrir une relation, la réentretenir et oui. cetera et malgré que, en fait, ce soit pas beaucoup, bah, en fait, finalement, tu as quand même plein de retours, quoi. Ouais, donc ça, c'est plutôt chouette. Donc écoute, je sais pas où ça va mener cette histoire de newsletter, tu vois? Mais après, je suis pas très régulière, hein, en vrai, enfin, voilà, quoi. Bah, en tout cas, sache qu'à titre personnel, je la suis. Je me mets à suivre, beaucoup d'entrepreneuses
qui sont dans des domaines très divers du bien. Moi, je Oui. suis dans un domaine très particulier, c'est l'infopreneuriat digital, etc. Sur LinkedIn. Enfin voilà, c'est quand même la niche dans la niche dans la niche. Oui. Tu vois, au lieu d'aller suivre des personnes qui font la même chose que moi et ou dans des domaines parallèles, parce que je trouve que ça peut créer de l'anxiété. Moi, je me compare beaucoup. Tu vois, quand j'ai du coup, je vais mettre vulnérabilité. Ah oui, mais ça, c'est horrible. Mais tu vois, quand je vais suivre des entrepreneuses même que j'adore, etc. Et bah parfois, ce qu'elles partagent va me renvoyer aussi à mes doutes, mes peurs, mes inquiétudes. Et le fait de suivre d'autres femmes entrepreneuses, mais dans des domaines totalement différents, bah, je me compare pas du tout. Et c'est comme ça que je suis arrivée aussi à lire ta newsletter. Je suis aussi celle de Lisa Gachet, qui s'appelle Boss With Me, qui est aussi sur Substack, où justement elle partage son parcours. Elle a une marque qui s'appelle Make My Lemonade. Et je trouve ça trop bien qu'il y ait des entrepreneuses qui partagent leurs coulisses de ce qu'elles font, de ce qu'elles vivent. C'est tout à des modèles différents. Et j'encourage toutes celles qui nous écoutent à trouver plein de modèles dans plein de secteurs différents de femmes qui vont venir nous inspirer parce que on a tellement l'habitude de voir des textes écrits par des mecs et de l'intérieur des vies écrites par des mecs, qu'avoir juste une nana qui entreprend un peu comme toi, même si dans des domaines différents, c'est trop bien. Et moi, ce qui me sécurise, c'est de le faire aussi auprès de femmes qui sont dans des domaines différents où je vais pas me comparer et me dire ah ouais, mais ce qu'elle fait c'est mieux, etc. Mais tu vois, c'est vrai, Je là, pense ça, c'est un truc. Les vulnérabilités. Oui, parce qu'en fait, tu dis que quand tu regardes des personnes qui font la même chose que toi, mais c'est horrible en fait. Mais tout le monde, je crois. Tu vois, moi, quand je regarde d'autres trucs, en fait, tu te compares toujours à d'autres. Moi, je me dis pourquoi eux ça marche et moi ça marche pas. Et je suis sûre que d'autres personnes me regardent moi en disant mais pourquoi elle ça marche, mais ils savent pas tout. Il y a des coulisses, tu vois. Et je trouve que ça, c'est hyper important de le dire dans l'entrepreneuriat. Je retournerai jamais en arrière. Enfin, j'espère, touchons du bois, à moins que que ce soit la faillite, que je veux bosser chez McDo. Enfin, voilà quoi. Mais par choix, je ne retournerai jamais dans un travail de salarié. Mais j'ai aussi envie que les gens comprennent que c'est dur. Tous les jours, c'est dur, quoi. Enfin, souvent, tu es toute seule, tu portes le truc, tu culpabilises de tout. Tu as l'impression qu'en fait, on te montre que des succès. En fait, on te dit, cette boîte, aujourd'hui, elle a levé 3 millions d'euros. Et tu dis, mais attends, pourquoi elle et pas moi? Et en fait, c'est pas facile, quoi. Peut-être qu'aussi, un peu, c'était un peu ma voix, tu sais, cette newsletter, de raconter un peu les coulisses, les déboires, de dire aux gens, allez-y, ça vaut le coup, quoi. Enfin, et c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, ça valait le coup, quoi. C'était chouette, quoi. Donc... C'est très chouette de voir ta vulnérabilité et de la manière dont tu te livres et je trouve que c'est assez agréable de voir parce que tu partages justement les côtés Oui. durs Mais je ne les partage pas tous, hein, tu sais. Et on va dire, qu'est-ce que tu ne partages par exemple, tu vois là par exemple, la bougeotte. Donc à un moment, après le Covid, on est parti à Bordeaux parce que mon mari, il en avait marre de Paris, il voulait bouger, etc. Donc je me dis, écoute, ok, partons à Bordeaux. L'équipe était encore très jeune, je pouvais pas, enfin moi j'ai aussi un peu du mal à déléguer, etc. Donc bon, bref. Et donc, j'avais pris un studio au-dessus de la boutique. Et donc, en fait, moi, je faisais 4 jours Bordeaux, 3 jours Paris. Enfin, c'était toute une logistique. Tu vivais quasiment dans ta boutique, finalement. Ouais, tu vois. Et genre, par exemple, dans ce studio, j'avais un matelas pneumatique tout au début, tu vois. Et je me suis dit, je vais pas acheter un aspirateur. J'ai un aspirateur en bas de la boutique. Et tu vois, genre... Vraiment, les premières semaines, j'avais ce vieux matelas par terre, j'avais même pas de frigo encore. Du coup, j'avais acheté des nouilles chinoises parce qu'avec j'avais une bouillotte, tu sais. Et... C'était un soir, j'étais sur mon truc et à un moment, je sais pas, le truc qui tombe, tout tombe par terre, j'ai rien pour nettoyer, je dois descendre à la boutique chercher l'aspirateur et je me dis, mais quelle est cette vie, quoi? Et tu vois, inversement, les gens en boutique, ils viennent et ils me disent, ah, c'est le rêve ici, j'adorerais habiter ici. J'étais, ouais, Oh oui, il y a un matelas pneumatique avec des nouilles chinoises dessus. Donc tu vois, voilà, il y a des coulisses derrière aussi, quoi. Je le fais avec plaisir parce que voilà, c'est pas grave, mais c'est pas la belle vie tout le temps. Merci beaucoup pour tout ça. Pour celles qui nous écoutent, je les encourage à suivre cette newsletter sur Substack, The Art of Living. C'est ça. Voilà, qui est absolument incroyable, de vulnérabilité, d'émotions, de coulisses. Et merci pour ça et merci de contribuer à créer des modèles d'entrepreneuriat qui sont différents et qui sont aussi vulnérables, où il y a une certaine forme de vérité, qu'elle soit belle ou moins belle, ou moins belle. Et c'est la différence entre montrer la vitrine et montrer l'arrière-boutique et les coulisses. Et c'est un peu ce que tu vas servir versus tu vas montrer tes cuisines. Les cuisines, elles sont pas toujours nickel chrome, mais en même temps, c'est ça la réalité. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais t'offrir un objet qui me tient particulièrement à cœur, qui est mon objet préféré de
de toute la vie. C'est un objet qui me rassure énormément. D'ailleurs, c'est un objet que tu vends dans ta boutique et il y a tout un coin papeterie dans ta boutique que j'adore. Je passe ma vie dans ce coin papeterie. La dernière fois, j'ai acheté un super livre avec des stickers dessus. J'adore. Et cet objet, c'est un objet qui m'accompagne dès le matin puisque j'écris des pages manuscrites tous les matins sur mes idées, mes pensées. Et tu parlais de protocoles et de rituels qui m'aidaient à déconnecter, à couper et à créer. Et ben ça m'aide. Je vais écrire 3 pages manuscrites sur juste écouter mes pensées. Après, c'est un objet sur lequel je fais des to-do. Donc il y a aussi un aspect productivité. Donc c'est là où je vais aller dire ok, j'ai ça à faire. Et enfin, c'est un objet où à la fin de la journée, je vais faire la rétrospective de quoi je suis fière, qu'est-ce qui m'a marqué dans ma journée. Donc bref, c'est un objet qui m'accompagne tout au long de ma journée, que je trouve extrêmement important aussi en termes de déconnexion et aussi de faire des choses au-delà du digital. Cet objet, tu l'as compris, c'est un carnet. J'adore les carnets moi aussi. Voilà, passion carnet. Et donc j'ai décidé de t'offrir ça et j'en offre un à chaque personne qui vient. Merci. En plus j'adore ceux-là. J'adore vraiment ceux-là. Et maintenant moi pareil que toi, hein, j'écris dans mes carnets. C'est hyper important. Je commence par écrire le matin. Du moins ma to-do. Mais voilà. Donc merci beaucoup. Très heureuse de pouvoir partager cette passion commune des carnets. Merci beaucoup d'être venue jusqu'ici, jusqu'à moi, depuis Bruxelles. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi en tant que personne? Sur quel réseau peut-être? Et ta boutique aussi. Comment on fait pour y aller, pour y accéder, etc. Alors, la boutique, elle est au 39 rue de Charonne, donc dans le 11e. Et c'est sur cours, donc il faut pousser la porte et rentrer vraiment dans la boutique. Moi, j'y suis, moi tous les vendredis généralement. Hein, donc voilà, je suis physiquement de temps en temps à la boutique. Et après, sinon, je suis assez présente sur les réseaux sociaux quand même. Via l'Instagram de la boutique, j'ai lancé mon Instagram perso aussi. Et avec la newsletter sur Substack, The Art of Living. Donc voilà. Génial. Et on mettra tout ça en description. Et de mon côté, je vous dis à très vite dans le prochain épisode du Divan des Patronnes. À bientôt. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La deuxième chose que tu peux faire si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.